La commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie reprend ses travaux. La commission est réunie virtuellement afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie. Cet après-midi, nous entendrons les groupes suivants: l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, la professeure Isabelle Dumont, le collectif des médecins contre l'euthanasie et le professeur Thomas de Coninck. Je souhaite donc d'entrée de jeu la bienvenue aux représentants de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, M. L'Espérance. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter, puis à commencer votre exposé. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, mon nom est Georges L'Espérance. Je suis président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, je tiens d'abord à vous remercier pour la tenue de cette commission et votre engagement envers vos concitoyens. Je suis donc président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité et nous vous avons soumis un mémoire. Les commentaires qui suivent sont marqués au sceau des principes qui doivent guider toutes les discussions: l'autodétermination de la personne, le respect des volontés émises et des valeurs exprimées, et la dignité dans le vivre et dans le mourir. Nos suggestions sont issues des nombreuses questions qui nous sont soumises en tant qu'organisme communautaire, d'ailleurs subventionné depuis près d'un an par une généreuse contribution du secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales. À titre de président, mon propos est aussi marqué par ma propre expérience comme neurochirurgien, maintenant retraité, et comme médecin prestataire actif de l'aide médicale à mourir. J'aborderai ici essentiellement les deux sujets au cœur de votre mandat, à savoir les maladies neurodégénératives cognitives et les problématiques de troubles mentaux. Considérant aussi les questions que vous soulevez dans votre document de consultation, j'émettrai quelques commentaires sur les points suivants: les personnes victimes d'un accident soudain et les personnes qui n'ont jamais été considérées comme aptes à consentir à leurs soins. Enfin, je ferai quelques remarques sur d'autres enjeux décrits dans notre mémoire et en lien avec l'accessibilité. Premier sujet, les pathologies neurodégénératives cognitives, qui sont des pathologies physiques où l'expression de la maladie se fait dans la sphère cognitive. Il ne s'agit donc pas de pathologie de santé mentale au sens médical. Toute personne apte qui s'est fait donner un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive de type Alzheimer devrait pouvoir indiquer dans ses directives médicales anticipées qu'elle désire obtenir l'aide médicale à mourir au moment où elle le jugera pertinent pour elle-même par des critères prédéterminés et quel que soit son état cognitif au moment de la mise en œuvre du soin. Au Québec, le comité d'experts mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux a déposé son rapport en octobre 2019 et a fait l'objet d'un consensus quasi unanime au Québec lors d'un forum sur le sujet le 27 janvier 2020. Nous y étions et avons pu constater que 19 tables de travail sur 20 étaient d'accord avec les propositions avancées par le comité d'experts. Vous avez ce rapport entre vos mains et vous avez entendu ses signataires. Tout comme le docteur Jules Poirier, que vous avez aussi entendu, la position de l'association est que l'aide médicale à mourir doit être rapidement élargie à ces patients, bien sûr avec des balises claires qui sont déjà en bonne partie élaborées et reflètent des axes bien déterminés, à savoir un diagnostic formel de démence confirmé, l'aptitude de la personne au moment de ses choix par ses directives médicales anticipées et le choix par la personne du moment où sa volonté d'aide médicale à mourir sera mise en branle par son mandataire. J'ajoute que j'appuie complètement le docteur Poirier dans sa négation de ce que certains nomment une démence heureuse, concept que je réfute aussi avec force et pour l'avoir vécu aussi comme neurochirurgien. Pour répondre à votre questionnement, nous sommes d'avis que la demande d'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée soit exécutoire et contraignante pour le personnel soignant, mais sans qu'il n'y ait un caractère d'urgence. Cette disposition temporelle permettra à l'équipe traitante de bien évaluer l'adéquation entre les directives médicales anticipées telles que rapportées par le mandataire et la situation clinique du patient. Deuxième point, les problématiques de santé mentale. Les troubles de santé mentale amènent des souffrances réelles et l'exclusion est discriminatoire et ne peut que conduire à des contestations juridiques, processus lourd et inacceptable pour les patients touchés.
En accord avec le rapport de l'Association des psychiatres du Québec, l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité réitère qu'il est nécessaire d'élaborer des critères cliniques avec des experts de divers horizons et ainsi donner un accès ciblé à ces personnes. Plusieurs questions se posent et vous les trouverez dans notre mémoire. Troisième sujet, brièvement, les troubles neurodéveloppementaux. Le conseil d'administration de l'association ne se reconnaît aucune compétence pour discuter de la question des troubles neurodéveloppementaux tels l'autisme. Nous laissons cette interrogation particulièrement difficile et délicate aux experts en ce domaine. Quatrième aspect, les personnes victimes d'un accident soudain et inattendu qui entraîne des séquelles graves. Cette question complémentaire a été soulevée dans votre document de réflexion et des citoyens nous l'ont posée. Je parlerai ici en tant que neurochirurgien. Les personnes qui subissent une lésion cérébrale primaire ou secondaire, mais qui gardent leur aptitude suite au traitement, peuvent bien évidemment décider pour elles-mêmes la suite des soins qu'elles désirent. De l'autre côté, les personnes cérébro-lésées qui n'ont plus leur aptitude sont devant deux alternatives. Soit elles ont écrit leur directive médicale anticipée, auquel cas les soignants ont l'obligation de s'y référer, soit que les directives médicales anticipées n'ont pas été explicitées, auquel cas on se retrouve dans le cadre clinique habituel. Les proches sont informés par le personnel soignant de l'état du patient, de son pronostic et une décision d'arrêt de traitement est prise en toute transparence en évitant l'acharnement thérapeutique. Sauf dans de rares cas, en effet, ou encore des cas au-delà de toute ressource thérapeutique raisonnable, le pronostic d'une lésion cérébrale est très difficile à évaluer dans les premières heures ou même les premiers jours et semaines initiales. J'ajoute qu'il est illogique de se décider a priori d'obtenir l'aide médicale à mourir alors qu'une personne est en bonne santé. On ne peut décider de notre position devant des choix thérapeutiques qu'une fois que l'on a une pathologie identifiée, que les alternatives thérapeutiques nous sont offertes, que le choix et le consentement sont éclairés, c'est-à-dire bien expliqués et bien compris, que le pronostic est discuté. Nul ne sait à l'avance comment il réagira devant la maladie. En conséquence, la position de l'association avec le choix de l'aide médicale à mourir se doit d'être réservée pour l'instant aux personnes qui ont l'aptitude à décider pour elles-mêmes et lorsqu'un diagnostic a été établi, ce qui d'emblée inclut les personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive dont la finalité est connue, mais exclut aussi toutes les personnes en bonne santé qui feraient une demande d'aide médicale à mourir au cas où il leur arriverait un événement neurologique. Dernier point, les personnes qui n'ont jamais été considérées comme aptes à consentir à leurs soins, donc celles qui ont une déficience intellectuelle profonde. Pour notre part, nous considérons que l'aide médicale à mourir ne peut être une alternative raisonnable dans une société égalitaire et altruiste. Nous sommes d'avis qu'à moins d'une certitude absolue sur l'aptitude décisionnelle du demandeur, il vaut mieux s'abstenir d'ouvrir cette voie et ainsi garder un interdit complet sur cette question, quitte à y revenir dans le futur s'il y a des expériences convaincantes en d'autres juridictions. Je termine avec quelques commentaires supplémentaires sur l'accessibilité. Premièrement, à des fins d'harmonisation avec la loi fédérale, que les infirmiers, infirmières, praticiens et praticiennes spécialisés, les IPS, soient autorisés à évaluer les demandeurs et à prodiguer l'aide médicale à mourir comme ailleurs au Canada. Deuxièmement, toujours à des fins d'harmonisation, que le critère de maladie de l'article 26 de la Loi sur les soins de fin de vie soit dès maintenant modifié pour être harmonisé avec les critères fédéraux, eux-mêmes respectueux des critères énoncés par la Cour suprême, c'est-à-dire maladie, handicap ou affection. La situation actuelle crée un malaise chez les médecins au Québec, les médecins prestataires en particulier, en raison de l'interprétation étroite que fait de ce critère la Commission des soins de fin de vie et la menace qu'elle fait indûment peser sur ces mêmes médecins, diminuant ainsi une accessibilité par ailleurs reconnue dans le reste du Canada. Un développement particulier concernant les personnes avec handicap vous a été soumis dans notre mémoire. Troisième point, les mineurs matures. Même si nous sommes bien conscients qu'il y a ici un écueil avec le Code criminel, l'Association est d'avis que l'aide médicale à mourir doit être étendue aux mineurs matures de 14 à 18 ans qui ont des pathologies incurables et qui représentent fort heureusement un très faible pourcentage de cas. Nous sommes aussi d'avis que pour les mineurs, les problématiques de santé mentale doivent être explicitement exclues. Nous suggérons que le gouvernement du Québec mette rapidement sur pied un comité d'experts en pédiatrie pour produire des recommandations qui auront la sensibilité du Québec en s'appuyant sur le document fouillé du groupe de travail sur l'aide médicale à mourir pour les mineurs matures
et sur demande du Conseil des académies canadiennes. Enfin, l'aide médicale à mourir est un acte médical. En tant que tel, l'évaluation de la qualité de l'acte relève des autorités médicales, soit le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, des divers CIUS et CIS, et ultimement du Collège des médecins du Québec. Nous demandons donc une modification du statut de la Commission des soins de fin de vie, et les CMDP reçoivent déjà tous les formulaires d'aide médicale à mourir qui ont été complétés ou avortés pour diverses raisons. Le médecin qui offre le soin est donc évalué par ses pairs et il pourrait en être de même pour les IPS. L'association et moi-même, nous vous remercions pour votre attention et je suis disponible pour répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Je vous remercie pour cette synthèse. Dans le temps imparti, on doit le dire. Donc, à partir de maintenant, nous passons à la période d'échange avec les membres de la commission pour une période de 35 minutes. On va débuter avec Madame la députée de Joliette. Oui, bonjour, Docteur L'Espérance, heureuse de vous entendre. Écoutez, vous nous faites une affirmation claire, limpide, qu'on n'a pas entendue de personne jusqu'à maintenant. Docteur Poirier, en ce qui concerne la démence heureuse, disait qu'il avait de gros doutes à savoir que ça pouvait exister. Vous nous dites qu'il n'y en a pas de démence heureuse. C'est dans la perception de ceux qui regardent. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que, en fait, ce que vous nous dites, c'est que toute personne qui est dans une situation de perte cognitive, qui a une maladie neurocognitive dégénérative, souffre du seul fait qu'elle a la maladie, qu'importe l'évolution de sa maladie, qu'importe le stade de sa maladie? Oui, merci Mme Yvon, parce que j'ai écouté quelques autres présentations. Je pense que si vous me permettez quelques secondes pour faire une distinction importante au plan physiologique. La douleur, c'est une chose. Et lorsque souvent les gens parlent des critères pour l'aide médicale à mourir, ils entendent souvent le mot douleur. La douleur, c'est lorsque vous frappez le gros orteil sur votre lit, c'est de la douleur. La souffrance, c'est un élément supplémentaire qui vient avec la conscience. Si vous recevez un coup de poing dans la rue de quelqu'un, ben, vous avez de la douleur là où vous a donné un coup de poing. Si c'est un de vos parents, votre enfant qui vous donne un coup de poing, ben non seulement vous avez la douleur, mais vous avez la souffrance parce que vous vous dites « Pourquoi est-ce qu'il m'a donné un coup de poing? » La souffrance est un élément qui demande la conscience. Les patients qui sont comateux, et c'est pour ça que je vous dis que moi j'en ai l'expérience de par ma vie, les patients comateux vont ressentir de la douleur. On a toutes sortes de moyens de leur faire ressentir de la douleur pour savoir comment ils réagissent. Mais la souffrance, ça demande un élément de conscience. Or, lorsque l'on parle de démence heureuse, bien sûr, le patient pourra ne pas présenter de signes de douleur, mais la souffrance, on l'ignore, il n'est pas capable de nous la transmettre, il n'est pas capable de nous en informer. Ce qu'on sait de cette personne, c'est que lorsqu'elle avait toute sa conscience et toute sa cognition, elle disait « Moi, je ne veux pas vivre dans un tel élément, dans une telle situation plus tard. » D'où la souffrance non seulement psychologique, mais aussi beaucoup existentielle. Et c'est pourquoi je fais très attention à ce diagnostic de bien différencier la douleur de la souffrance. Et la personne qui fait ses directives médicales anticipées, alors qu'elle a pleinement conscience de sa situation, dit « Moi, je ne veux pas vivre plus tard avec cet élément de souffrance psychologique et existentielle. » Par ailleurs, comme vous a très bien dit d'ailleurs Dr Boisvert, mon ami le Dr Boisvert, on ignore complètement ces gens-là quel est leur degré de souffrance existentielle ou psychologique. Cela est vrai, mais on doit se baser sur ce qu'était la personne lorsqu'elle a fait ses demandes. Et je ne peux pas répondre autre chose que ça parce que la perception de la démence heureuse, et là, vous me pardonnez, ça ne s'adresse pas du tout à vous, on l'a entendu partout ailleurs. À mon avis, c'est un oxymore. On ne peut pas penser qu'une personne qui avait toute sa conscience et qui maintenant décide, qui est devenue démente, a encore les mêmes perceptions qu'elle avait auparavant. C'est le propre de l'être humain d'avoir une communication avec les autres, même si elle est minime, cette communication. Mais est-ce que, là, je vais entrer plus dans la philosophie. J'avais une question très technique, je vais aller avec la philosophique puis la technique après, mais est-ce que si on part de cette prémisse-là, peut-être que ce n'est pas de la démence heureuse, mais c'est de la démence pas malheureuse, je ne sais pas, c'est une nuance, on se comprend, mais si on part de cette prémisse-là,
On tient donc pour acquis qu'on n'est soit pas capable de le savoir ou soit que les personnes souffrent. Et dans un cas comme ça, c'est un peu, je dirais, abdiquer l'évaluation ou la reconnaissance même qu'une personne qui a une maladie d'Alzheimer, par exemple, dans certains stades qui peuvent être plus ou moins avancés, n'a plus la même valeur. Là, vous allez me permettre d'aller là parce que, dans le fond, votre propos, c'est de dire la personne qui compte, c'est celle qui était apte. Quand elle n'est plus apte, en fait, son jugement ou ce qu'on pourrait percevoir d'elle ne compte plus. Il faut revenir à la personne apte. Je vous suis en théorie, mais on nous dit aussi que tu restes une personne pleine et entière. C'est juste que, évidemment, la maladie te transforme, mais tu peux devenir un autre toi dans cette maladie-là. Et donc, le rapport d'expert, lui, disait quand même qu'il fallait mesurer la présence de souffrance à ce moment-là pour respecter le critère. Sinon, il faut changer le critère qui est dans la loi à l'heure actuelle pour parler de souffrance anticipée. Donc, je veux juste être sûre, pour ça, vous vous éloignez un peu du rapport d'expert. Tout petit peu, mais j'ai lu toutes leurs recommandations. Puis, évidemment, je n'ai pas toutes les compétences philosophiques, loin de là, des gens qui ont signé le rapport. Mais d'un strict point de vue médical ou neurologique, j'ai beaucoup de difficultés, en tout cas, disons-le plus clairement. Je ne peux pas accepter, moi, qu'une personne qui est devenue démente, qu'on dise, ben, c'est une autre personne. Et là, je me dois de faire un parallèle avec ce qui m'a occupé à peu près toute ma vie. Pensez au cas de Nancy Crossan aux États-Unis, qui date déjà de plus de 30 ans, et au cas de Vincent Lambert en France, qui a été quadriplégique, enfin, qui a été végétatif pendant 10 à 12 ans de temps. Et c'est toujours la réflexion que les gens qui veulent garder ces patients-là en vie disent, ben, il a l'air bien, il nous sourit de temps en temps, mais ce sont des gens qui n'ont plus aucun mécanisme de communication. Ce n'est pas la même personne qui était là avant. Et moi, c'est sûr que ma réflexion est teintée par mes 30 ans de neurochirurgie et même plus, mais ce n'est plus la même personne. La personne qui a fait ces directive médicale anticipée, c'est une personne qui avait une idée certaine de sa propre autonomie, de sa propre personne, de sa propre personnalité, et qui dit non, moi, je ne veux pas vivre dans cet état-là parce que j'en ai vu d'autres ou parce que je ne veux plus vivre dans cet état-là. Et je fais un parallèle qui est boiteux, comme bien des parallèles, là, avec les testaments. Personne ne contestera un testament, sauf si vraiment le testament a été fait à la dernière minute quand la personne était inapte. Mais toute la société accepte qu'un testament a été rédigé pendant que la personne était apte, même si le testament dit qu'il donne toute sa fortune à son chat. On accepte tous ça, que la personne qui est en fin de vie n'est plus, si elle a des problèmes cognitifs, n'est plus la même personne qu'elle était avant. Donc, je comprends, et sincèrement, je comprends, Mme Yvon, le questionnement qu'il y a là-dessus, mais moi, c'est sûr que je suis teinté par ma profession, là, mais au-delà de ça, je ne peux pas comprendre qu'on dise que la personne qui est devenue démente est une personne différente, c'est sûr qu'elle est différente, mais une personne qui changerait d'idée par rapport au moment où elle était apte et comprenait toutes les implications de sa situation. Parce qu'elle a beau être en démence heureuse, cachons-nous pas que quelques mois après, elle va être en position fétale dans le fond d'un lit à attendre la mort, dans des conditions que tout le monde juge dignes à peu près. Je vous remercie. Excusez-moi, Madame la députée de Joliette, on est passé de beaucoup le temps. Donc, on va passer aux membres du gouvernement avec la députée de Saint-François, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci, Dr L'Espérance. C'est toujours intéressant quand que nos intervenants nous partagent leur expérience personnelle. Je sais que vous dites que c'est teinté, mais c'est intéressant de le savoir parce que vous avez vécu des situations. Donc, ça teinte vos interventions, puis arrêtez pas, on aime ça. Je veux juste savoir, vous avez parlé, puis j'ai beaucoup aimé parce que vous êtes le premier qui a souligné ça, que pour la souffrance, ça prend la conscience. Donc, quand il n'y a plus de conscience, ben, il n'y a pas nécessairement de souffrance, mais il y a de la douleur. J'ai beaucoup aimé ces deux rapports-là entre la souffrance et la douleur. Moi, j'aimerais savoir
il y en a qui parlent de stade. Quand on parle de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, il y en a qui vont parler de stades. Il y a 7 stades, là, surtout dans une catégorie. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a des stades que la personne ne devrait pas avoir accès à l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'il y a des stades qui devraient être mieux renseignés pour dire, bien, il y a encore une certaine qualité de vie? Donc, tu sais, le stade 1, ça serait peut-être prématurément. Est-ce qu'il y a des directives comme ça qui pourraient être, pas des directives, mais des suggestions des médecins là, pour peut-être, il y a d'autres stades que ça pourrait aller plus loin pour permettre aussi à la famille, là. Donc, oui, bien, je vais essayer d'être. Du coup, je pense que vous faites référence, entre autres, au rapport de la société des sociétés d'Alzheimer qui indiquait que ça devrait se faire uniquement aux statistes. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça pour avoir fait probablement le premier cas d'Alzheimer après la nouvelle loi au Québec, là. C'est au fédéral plutôt. Mais l'important, c'est la personne. C'est l'autonomie de la personne. Et en tout cas, je serais extrêmement surpris qu'une personne qui se fait donner un diagnostic de stade 1 d'Alzheimer décide, bon, ben, je suis à un stade 1, donc des tout petits troubles de recherche de mots, sans plus, là, qui demandent l'aide médicale à mourir. Par contre, lorsqu'on arrive à un stade 3 ou 4, les gens ont encore toute leur aptitude, dans la grande majorité des cas, sinon la totalité, en fait. Et là, ils savent très bien quel est leur pronostic. Et c'est pour ça que, pour nous, pour l'association, il est clair que, un diagnostic doit être posé et que, 2, ce n'est pas tellement une question de stade ou de grade, mais c'est vraiment une question de l'autonomie de la personne. Et ça vous a été dit aussi par un autre intervenant, et moi, je donne toujours l'exemple en conférence. Chacun décidera pour lui-même. Si je veux l'aide médicale à mourir lorsque je ne reconnaîtrai plus mes enfants ou mes petits-enfants, bon, pour un, ça va être ça. Pour l'autre, ça va être une question de dignité pour son hygiène personnelle. Chacun décidera pour lui-même. Mais de mettre un stade, par exemple, de dire pas avant le stade 6, moi, ça m'apparaît contre l'autonomie de la personne, puis surtout, je dirais, un petit peu contre l'évolution très différenciée d'un patient et d'un autre. Mais disons que si on veut, s'il fallait mettre des balises, je dirais que, enfin, à mon avis, de ce que je connais de tous mes collègues sur notre forum de médecins, là, je serais bien surpris qu'un médecin accepte ça avant un stade 4. Mais de toute façon, à un stade 4, les patients sont encore aptes. Donc, c'est le patient qui décide, en autant qu'il a une maladie incurable, ce qui est le cas dans une maladie de type Alzheimer ou tout autre d'ailleurs. Parfait. Quand que vous parlez de la personne met ses critères, va avoir probablement une rencontre avec son médecin, avec un membre de sa famille, probablement qu'elle va nommer quelqu'un dans son entourage pour être un mandataire. Je pense que c'est ce que vous recommandez. Oui. Est-ce que c'est le mandataire qui va donner le moment où il faudrait se pencher à mettre en application le processus pour l'aide médicale à mourir, ou c'est vraiment l'équipe médicale qui va souligner au mandataire, bon, mais là, elle est rendue là, moi, je remarque. Donc, pouvez-vous élaborer un petit peu? Oui, ça va être... Nous en avons parlé dans notre mémoire parce que vous avez soulevé cette question-là et ma réponse est que, d'abord, il doit y avoir un mandataire. Je comprends qu'il peut parfois y avoir des gens qui sont vraiment totalement isolés, mais le mandataire pourrait être quelqu'un de l'équipe traitante qui est très proche de cette patiente-là, du patient. Je dis patiente parce que c'est beaucoup souvent des femmes en raison de l'espérance de vie. Mais disons que le mandataire, la décision du mandataire doit être, dans les termes que nous avons employés, exécutoire, mais pas immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un élément temporel où l'équipe traitante, puis je reprends aussi ce qui a déjà été dit par d'autres, ça ne se fait pas tout seul entre un médecin et le patient, à moins d'avoir des cas très, très particuliers, un cancer métastatique, là. Mais il y a toujours une équipe en arrière, travailleur social, infirmier, infirmière, le médecin traitant, la plupart du temps un médecin spécialiste, qui soit neurologue ou psychiatre, dépendant des cas, etc., etc. Il y a toujours toute une équipe en arrière. Et donc, nous croyons que la décision doit revenir au mandataire. Voici, madame, messieurs de l'équipe traitante, mon oncle, ma tante, mon père, ma sœur m'a dit qu'elle arrivait à tel stade, il voulait l'aide médicale à mourir. Donc, mais voulez-vous vous y pencher? Et là, la décision sera prise par l'équipe multidisciplinaire, mais en se donnant le temps. Ça pourrait être une semaine, ça peut être 15 jours, ça peut être 3 mois, il n'y a pas de limite temporelle. Mais lorsque les gens de l'équipe seront d'accord sur le fait que
le patient est arrivé au stade où son mandataire le dit, bien, ils vont procéder. Le médecin procédera. Parfait. Puis pour faire suivre suite à ça, ça doit être fait, croyez-vous que ça doit être fait plus dans une directive médicale anticipée qu'on fait notre demande d'aide médicale à mourir, mais avant, là, pendant qu'on est apte, ou vous pensez que ça devrait être un document à part, puis qui devrait être notarié ou donc, est-ce que vous pensez que ça devrait juste être un document qui est ajouté à nos directives ou il est inclus dans les directives? Là, il y a un petit peu un problème administratif, mais personnellement, comme les directives médicales anticipées sont déjà faites et bien incluses, moi, je mettrais en tout cas, personnellement, je n'ai pas pensé à cette question-là, mais je le mettrais dans un document à part. La question du notariat, c'est plus difficile parce que, à moins que vous ayez des millions, là, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'offrir les frais d'un notaire. Ça, j'ai plus de difficultés avec la question du notaire. La grande majorité des gens n'ont pas besoin d'un notaire, à mon humble avis. Parfait. Madame la Présidente, j'ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur l'Espérance, pour cet entretien. Merci, Madame Hébert. Merci. Je cède la parole maintenant à Madame la députée d'Abitibi-Ouest. Merci, Dr. L'Espérance. Laure, on nous parle souvent du rôle important de l'IPS dans les soins de fin de vie. J'aimerais que vous élaboriez au niveau des tâches. Est-ce que l'IPS peut prendre l'initiative de donner les derniers soins? Bien, dans le reste du Canada, les IPS peuvent. Alors, moi, je ne vois aucune raison pourquoi les IPS ne pourraient pas le faire au Québec. Je comprends la raison initiale. Lorsque Mme Yvon a présenté la loi, au Québec, nous étions des pionniers. Et donc, c'était uniquement un acte médical parce qu'on devait rester dans le cadre très strict de la loi des soins de santé. Mais maintenant, après la suite, le fédéral est arrivé. Et ça se passe très bien au fédéral. Les derniers chiffres que nous avons donnent à peu près pas loin de 10 % des aides médicales à mourir au Canada, hors Québec, qui sont faites par des IPS et de façon tout à fait adéquate. Ça permettrait aussi une certaine accessibilité accrue, surtout en régions éloignées. Et puis, je pense qu'elles peuvent faire le travail de façon absolument remarquable. Et puis, même si je tire dans mon propre camp, souvent les IPS ont plus de relations personnalisées et à long terme avec les patients. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, Mme Blais. Donc, maintenant, je passe la parole à la députée de Soulanges. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup pour votre contribution à nos travaux. Dans votre mémoire, vous recommandez que les moyens soient développés, permettant de fournir des informations adéquates aux aînés afin d'éclairer leur réflexion, de soutenir l'expression de leur dernière volonté, de prendre des décisions éclairées par rapport à leurs soins de fin de vie et de les faire respecter. Ces moyens devraient-ils être mis en place pour tous les aînés, peu importe la présence d'une maladie grave et incurable ou non? Bien là, je vous remercie de me créditer de cela, mais je pense que c'est un autre rapport parce qu'on n'a pas tellement parlé de cet aspect-là. Mais de toute façon, je peux répondre pour mon côté de la médaille. Je pense que de toute façon, c'est clair qu'il faut que les aînés, quels qu'ils soient, mais même toute la population, en fait, soit au courant de leurs droits et puis de ce qu'ils doivent obtenir. Et j'ajouterais, je pense que c'est le Dr Labelle ou Bertrand ce matin, les neuropsychologues avec lesquels nous, les neurochirurgiens, on travaille beaucoup, qui disaient que non seulement on doit parler à une personne qui a une maladie neurodégénérative cognitive de ce qui peut lui arriver, mais on doit couvrir tous les aspects de la maladie. Puis il faut vraiment être très transparent. C'est une question d'autonomie, c'est une question de respect des patients, de leur donner tous les renseignements. Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus à votre question. Je me posais aussi une autre question. Advenant qu'il y a une équipe multi qui est avec le patient pour évaluer la demande, que fait-on si au sein de cette équipe-là, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autres? Comment ça se passe sur le terrain si quelqu'un n'est pas d'accord, un des intervenants, supposons, un des médecins n'est pas d'accord avec la décision? Bien, écoutez, d'abord, premièrement, je vous dirais que de la discussion, il jaillit toujours la lumière et puis que pour en avoir fait beaucoup partie d'équipes multidisciplinaires, bien sûr en traumatologie et en d'autres choses,
Le consensus, s'il n'est pas fait au départ pour des raisons X, Y, Z, on discute et puis on finit toujours par trouver un point de ralliement. À moins qu'une personne vraiment mette ses points sur la table puis dise « moi, je ne suis pas d'accord ». Mais quand la personne, disons, dans un groupe de 10, incluant divers horizons professionnels, quand une personne n'est pas du même avis que tous les autres, on vient toujours à la discussion de savoir qui a le pas dans l'armée ou qui ne l'a pas. Mais en tout cas, mon expérience à moi dans de très longs comités, pas dans de très longs, mais pour de longues périodes dans des comités multidisciplinaires et interdisciplinaires en traumatologie, écoutez, vraiment, les oppositions là, sont c'est sûr que ça arrive, probablement, mais en tout cas, à ma connaissance, à moi, c'est absolument rarissime, mais ce n'est pas mon expérience à moi. Je vous remercie. On va maintenant passer à la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci beaucoup. Bonjour, Dr. L'Espérance. J'aurais 2 questions rapides pour vous. Vous avez mentionné dans votre témoignage que la pathologie, il faut que ça soit bien identifié, il faut qu'il y ait des suivis, etc. Alors, en ce qui concerne le droit d'avoir accès à l'aide médicale à mourir et la personne qui refuse le soin, que pensez-vous de ceci, une telle situation? Là, vous parlez d'une personne démente qui est arrivée au moment de l'injection, c'est ça? Ça peut être une personne qui souffre d'un trouble mental, qui dit que ma souffrance est telle que je ne veux plus recevoir des soins, je ne veux plus des médicaments, ça me rend malade, je suis rendue vraiment au bout, mais c'est une personne qui refuse d'avoir accès à des soins. On a fait la comparaison auparavant avec d'autres témoigneurs qui ont dit, par exemple, une personne qui souffre d'un cancer peut refuser à avoir des soins et toujours avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais mettons qu'on parle des personnes qui souffrent des troubles mentaux, qui disent qu'ils refusent aussi accéder à tels soins. Votre opinion là-dessus? Ouais, là, c'est parce que vous parlez non plus des gens avec des démences, mais des gens avec des problématiques de santé mentale. Écoutez, c'est un énorme problème et je vais plutôt laisser mes collègues psychiatres qui ont déjà fourni un rapport là-dessus répondre. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, puis moi, ma réflexion au fil des années est la suivante, c'est que les patients avec des troubles de santé mentale sont les patients comme les autres, ils ont des souffrances comme les autres, et on pourrait même dire qu'ils ont des souffrances parfois beaucoup plus profondes parce qu'on n'est pas capable de les identifier. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il y ait un seul médecin, psychiatre ou autre, qui va accepter de donner l'aide médicale à mourir à un patient qui souffre de troubles de santé mentale, disons, depuis quelques années. L'exemple que je donne toujours, un peu sous forme de boutade, dans des conférences, c'est dire, écoutez, si un jeune homme de 20 ans vient nous voir parce qu'il veut avoir l'aide médicale à mourir, parce que sa blonde vient de le laisser et qu'il est en dépression profonde, je pense que tout le monde comprend que c'est un élément transitoire qui va surpasser. Maintenant, est-ce qu'il doit y avoir du temps? Est-ce que ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je pense qu'on ne peut pas mettre de balises comme ça. Il faut vraiment étudier la personne elle-même. Mais une chose, puis je l'ai élaboré dans notre... Il y a plusieurs questions qui se posent. Je l'ai élaboré dans notre mémoire. Le type de maladie, ce que ça amène comme problématique chez ce patient-là, et aussi les capacités, c'est-à-dire les résultats thérapeutiques. Et je vais reprendre l'expression que tous mes collègues emploient, ce sont des pathologies, des troubles mentaux qui sont devenus résistants à toute thérapeutique. Puis à un certain moment donné, le patient aussi peut avoir le droit de refuser. Mais écoutez, je serais extraordinairement surpris qu'aucun de mes collègues accepte de donner, disons, l'aide médicale à mourir, le dernier soin, à un patient avec une problématique de santé mentale identifiée, disons, depuis 4 ou 5 ans et qui refuse tout traitement. C'est vrai qu'il y a une question là, de charte, etc., mais disons que je vais laisser mes amis psychiatres décider de ça. Mais en tout cas, personnellement, je ne le ferai pas, à moins qu'il y ait une autre pathologie sous-jacente. Ça, c'est différent. Puis en ce qui concerne l'aptitude, vous l'avez aussi évoqué comme quelque chose, évidemment, on dit d'emblée, c'est très important, mais c'est qui devrait décider l'aptitude de la personne concernée, le patient ou le demandeur de l'aide médicale à mourir? Puis ce serait pas le rôle, mettons, du comité expert ou, mettons, la position de l'association dont vous représentez, puis avec votre expérience? Toujours pour des troubles de santé mentale? Ça peut être le trouble de santé mentale, ça peut être juste en général une personne qui demande l'aide médicale à mourir. Il faut d'emblée identifier l'aptitude de la personne concernée. Alors, selon vous, la façon de procéder?
Bien, dans ces cas-là, ce serait soit des problématiques de troubles mentaux, auquel cas, je pense qu'éventuellement, si on a un doute sur l'aptitude, la présence des neuropsychologues ou une évaluation par un neuropsychologue peut être très importante. Évidemment, par un psychiatre, si on parle de troubles de santé mentale. Pour des problématiques de démence, qui sont le versant physique, bien là, les neuropsychologues, si on a un doute sur l'aptitude, le neuropsychologue est certainement un bon choix. Mais de façon, encore là, je suis obligé de parler par expérience. Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas rencontré de patients qui n'avaient pas leur aptitude. Puis, je répète encore une fois, je pense que ça vous a été dit, mais il faut le dire, je crois. Ça n'arrive pas un bon matin, un patient qui se lève et qui dit « je veux l'aide médicale à mourir ». C'est un long processus que ces patients-là ont et vivent, en fait. Le matin, il reçoit un diagnostic de cancer. La grande majorité des gens vont prendre les traitements parce qu'ils veulent vivre. Les gens veulent vivre. Et ils veulent vivre peut-être pour aller jusqu'à l'automne, peut-être pour aller jusqu'à Noël, puis peut-être pourquoi pas aller jusqu'à Pâques. Je veux dire, c'est leur choix le plus strict à partir du moment où ils se sentent bien. C'est le choix du patient. Merci, Madame la Présidente. Je passerai la parole à ma collègue de Mylène. Et surtout pas de comité. Donc, Madame la députée de Mille-Îles, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Docteur L'Espérance, je vais commencer par un commentaire plutôt qu'une question. Je vais vous dire que j'apprécie énormément dans votre mémoire, dans les considérations diverses, l'argument A. Je vous le dis parce que ça vient me chercher. Ceci dit, dans les premiers témoignages qu'on a entendus, la première fois que la commission a fait une consultation, ça a été le témoignage d'un parent. Et vous adressez ou vous signalez à une de vos recommandations, la recommandation 6, qu'on puisse considérer les mineurs matures. Un peu comme vous l'avez fait auparavant, où vous avez écouté certains de nos intervenants et les gens n'ont pas nécessairement accès à vos mémoires tout de suite. Ils vont sûrement aller les voir, mais j'aimerais ça vous entendre un peu sur le principe de votre recommandation 6. En fait, pour les mineurs matures, je comprends très bien que là, il y a une interaction avec le fédéral. C'est ça qui est un petit peu agaçant, mais le Québec a déjà fait des grands pas de géant avant le fédéral, fait que pourquoi pas. Et pour les mineurs matures, d'abord, il y a deux éléments. D'abord, il y en a déjà en Belgique et aux Pays-Bas. Donc, on a une certaine expérience internationale. Deuxièmement, les pathologies chez les mineurs matures qui donneraient accès à l'aide médicale à mourir sont rarissimes, heureusement. Troisièmement, lorsque ce sont des pathologies qui donnent accès à ça, c'est la plupart du temps, ça c'est mon expérience, la plupart du temps ce sont des, excusez-moi mesdames et messieurs, mais ce sont des saloperies. Ce sont des ostéosarcomes, ce sont des cancers osseux, ce sont des vacheries qui amènent des amputations. Les enfants passent une partie de leur enfance et de leur adolescence à l'hôpital. Et par ailleurs, ils sont extraordinairement entourés de médecins, d'infirmiers, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, etc., etc. Puis, en bout de ligne, ces gens-là, je m'excuse, mais je fais encore une boutade, je la dis souvent, je la répète, souvent, ces jeunes adolescents de 12 à 18 ans sont beaucoup plus matures que bien du monde qui ont le droit de vote. À cause de leur expérience de vie, qui est pas drôle. Et elles arrivent à un moment donné où ils n'en peuvent plus. Et l'exemple le plus, disons, le plus, peut-être pas dramatique, mais en tout cas le plus évocateur, c'est d'être en présence d'un de ces enfants-là qui a 17 ans et demi avec une jambe amputée, avec une moitié du bassin amputé, avec des métastases pulmonaires de son ostéosarcome, avec des saloperies, de la radiothérapie, de la chimio, n'en peut plus. On lui dit « Ah non, excuse-moi, souffre encore 6 mois. Quand tu vas avoir 18 ans, là, c'est parfait, on y va. » Alors, il y a quelque chose d'incongru dans ça. Et par ailleurs, c'est pour moi qui va faire des règles pour les adolescents. Il y a des tas de spécialistes dans ça, mais je pense qu'on doit certainement aller vers là. Pour les jeunes enfants, bien, la question se pose de façon différente. C'est que là, d'abord, on a accès à de la sédation. Il y a eu des exemples dans les journaux il n'y a pas très longtemps. Là. On a accès à de la sédation. Il y a différentes façons. Il faut surtout éviter l'acharnement thérapeutique. Et là, bien sûr, on se repose sur les parents, bien évidemment. Merci. J'en fais une autre
j'essaie de la faire courte pour que mon collègue de Dals-McGee ait le temps. Vous avez dit, la démence heureuse, c'est pas vraiment quelque chose de plausible où il faut considérer que la médication peut changer la personne et de ce fait, ben, elle devient quelque peu pas la même personne. Vous disiez, les personnes restent les mêmes, c'est juste la médication qui peut les changer. Ouais. Diriez-vous la même chose de quelqu'un qui a un problème de santé mentale qu'on va médicamenter pour aider, pour amener peut-être dans une philosophie plus heureuse? Je vais le dire comme ça, je ne suis pas médecin, là, je vous avise, j'ai peut-être pas la bonne terminologie, mais médicamenter quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, est-ce que ça change la personne? Est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, ce n'est pas la même personne? Donc, si un patient demande à mourir, on le médicamente, il devient plus heureux, il ne veut plus mourir. Est-ce que pour vous, c'est la même personne puisque vous faites un parallèle ou moi, je fais un parallèle par rapport à la personne qui souffre de démence et qu'on va médicamenter et qui deviendrait une autre personne? C'est une belle réflexion à laquelle je ne me suis pas penché. Je vais vous dire pourquoi. Puis c'est une mauvaise réponse là, sur le vif. Il n'y a pas de souci. La personne qui est démente, je ne suis pas sûr que c'est la médication qui la rend heureuse. C'est sûr que si elle est moins anxieuse, elle va avoir l'air plus contente. Bon, peut-être que d'autres collègues vous ont dit ça pendant l'entrevue. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais il reste que c'est une maladie dégénérative. Le cerveau s'en va. Et donc, à court ou moyen terme, la personne ne sera plus la même. Elle n'a plus son cerveau. En pathologie de santé mentale, les seules choses qui fonctionnent, c'est la médication, ou à peu près, à moins qu'on aille vers la sismothérapie. Là aussi, il y a une question sur jusqu'où on va dans les traitements. Mais dans ce questionnement-là, les personnes en santé mentale, il y en a des milliers, voire des millions, qui fonctionnent correctement en société, tant qu'ils prennent leur médication. Mais là, on parle, et mes collègues psychiatres l'ont dit autant comme autant, on parle de gens qui deviennent résistants à tout traitement médicamenteux. Et là, je pense qu'on tombe dans une autre catégorie. Mais n'étant pas psychiatre, je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Mon seul point, c'est de dire que les patients avec des troubles de santé mentale depuis X temps, avec toutes les balises et les critères qu'on pourra mettre, sont des gens auxquels on doit respect et dignité. Merci pour vos réponses. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant au député de Rosemont. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Docteur L'Espérance, merci beaucoup d'être là. Votre réflexion est vraiment intéressante. J'ai aimé vous entendre sur la question de la démence heureuse parce que, honnêtement, moi, j'ai un problème avec ça aussi parce que quelqu'un qui ne peut plus communiquer est heureux, vous l'avez dit, dans les yeux des personnes qui la regardent, effectivement. Puis, on ne pourra pas le savoir. Bon, à contrario, on pourrait dire aussi, tu ne peux pas le savoir, donc tu ne peux pas trancher ni d'un bord ni de l'autre. Là. Je comprends que la communication étant coupée. J'aimerais ça vous entendre sur la question là, des accidents soudains et inattendus. Et là, je ne veux pas faire du sentimentalisme, mais ça me touche particulièrement parce qu'au début de l'été, un de mes frères a eu un accident, puis il a une grave lésion cérébrale. Il s'est trouvé dans le coma pendant plusieurs jours. Ça va un peu mieux maintenant, mais vous l'avez dit, avec les traumatismes crâniens, on ne sait jamais. Hein. Puis c'est ce qu'on nous a dit dès le premier jour. On ne le sait pas, il n'y en a pas de recette, là, puis il n'y en a pas de protocole de retour. Fait que prenez votre mal en patience. Mais toutes ces questions-là se sont bousculées dans la tête de la mienne et ma famille. Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, si DMA, on suit DMA. Et si on inclut dans la DMA, si je suis dans tel état, bon, ben, je veux en finir absolument, vous appliquez la mort ou l'aide médicale à mourir. Sinon, ben, c'est le protocole habituel. Je reviens au premier cas. S'il y a DMA et que le patient demande effectivement de façon anticipée, moi, si je me retrouve dans tel état, vous devez m'appliquer l'aide médicale à mourir. Combien de temps? Et quel état devrait être considéré? Parce que des gens qui reviennent du coma, vous en savez plus que moi là-dessus, il y en a régulièrement. Les Ariel Sharon de ce monde, il n'y en a pas tant que ça, là, des cas comme ça. Là. Heureusement. Vous avez tout à fait raison, mais là où j'ai de la difficulté avec l'aide médicale à mourir par directive médicale anticipée pour un événement qui arriverait, c'est qu'on ne peut pas discuter de la maladie lorsqu'on est en santé. Et je vais vous donner encore une fois puis là, je l'ai vécu, moi, depuis 30 ans.
On ne peut pas discuter autour d'une table avec un verre de whisky en apéro, dire, ben moi, là, si un jour j'ai un cancer, il n'est pas question que j'aille de la chimiothérapie. Et ça, je peux vous dire que moi, là, je l'ai entendu toute ma vie. Puis je suis certain que vous autres aussi. Attends d'avoir ton cancer, puis là, tu verras si tu veux de la chimiothérapie. L'être humain veut vivre, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un diagnostic, il faut qu'il y ait un pronostic, il faut qu'il y ait une explication plausible de ce qui se passe chez les gens. Maintenant, un traumatisme crânio-encéphalique, je ne sais pas quel âge a votre frère, s'il est tout près de vous, il doit avoir autour de 40 ans. Un peu de flatterie ne fait jamais de tort. Vous pouvez ajouter au moins une quinzaine d'années, cela dit. Mais donc, il y a un traumatisme crânio-encéphalique sévère chez un adulte jeune, disons jusqu'à 50, 55, 60 ans. Là, on ne sait pas comment ça va évoluer. Un traumatisme crânio-encéphalique sévère, hémorragique, chez une patiente de 75-80 ans, moi, je n'ai aucun problème pour qu'il y ait des directives médicales anticipées, mais on ne peut pas faire des âges comme ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je dis qu'on revient dans la deuxième solution qui existe depuis toujours. En ce qui concerne les accidents inattendus, évolution de voir comment va le patient, le pronostic habituel. Si vous avez une hémorragie cérébrale sur rupture de malformation artério-veineuse qui bouffe la moitié de votre cerveau, ben là, le pronostic, on le sait pas mal, puis là, on discute avec la famille. Est-ce qu'on continue la réanimation? Est-ce qu'on continue l'intubation? Oui ou non? Et sinon, ben voici ce qui va arriver. Il va mourir dans les quelques heures. Mais c'est ça la discussion. Et il faut mettre en balance avec ça l'acharnement thérapeutique. Et donc, il y a eu des discussions au conseil d'administration, je dois vous dire, mais en tout cas, comme médecin, puis je pense que le docteur Boisvert vous a dit la même chose, puis à mon avis, la plupart de mes collègues vont vous dire exactement la même chose. Il faut qu'on ait un diagnostic. On ne peut pas décider à 20 ans d'avoir l'aide médicale à mourir lorsqu'il va m'arriver telle affaire au cas où. Et ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Dans le cas de votre frère, vu que vous en avez parlé, je pense que là, la discussion vient avec l'évolution. Comment ça se passe dans les jours, quelques semaines et 2-3 mois qui se passent, comment ça évolue. Et puis après, ben là, on décide de la suite des choses, de la suite thérapeutique, puis on fait ça avec les proches, avec la famille. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et à mon avis, c'est comme ça que ça devrait toujours se passer. C'est très clair, je vous remercie. Je crois que je n'ai plus de temps. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur L'Espérance, je vous remercie pour votre expertise et la sagesse qui transcende vos propos. C'est très éclairant pour la commission, la suite des travaux. Donc, je suspends les travaux pour quelques instants. Question d'accueillir le prochain groupe. Merci beaucoup à vous toutes et tous de ce que vous faites. C'est remarquable.